J'ai perdu plusieurs milliers d'euros dans l'immobilier à cause de cette erreur. C'est parti, introduction. Et bonjour à toi Phoenix, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne de Phoenix Institute. C'est Antonin, comment tu vas? Donc avant toute chose, pense à t'abonner à la chaîne de Phoenix Institute si ce n'est pas déjà fait, à laisser un like en dessous de cette vidéo. Merci à toi si tu le fais, c'est pour le référencement, c'est pour remercier notre travail et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur que j'ai faite. Donc c'était à mes tout débuts, au tout début, quand je me suis lancé dans l'immobilier, pas formé, juste des bouquins, tout ça. J'ai perdu plusieurs milliers d'euros dans l'immobilier à cause d'une erreur qui est toute bête. Aujourd'hui, je sais qu'avec les connaissances que j'ai, je n'aurais jamais fait cette erreur. Et si jamais tu t'apprêtes à acheter un bien immobilier, si jamais tu t'intéresses à faire une acquisition immobilière bientôt, je te recommande vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner quelques conseils pour ne pas te faire avoir. C'est parti, on passe à la suite. Donc en fait, cette erreur, c'était tout simple. Au tout début, quand je me suis lancé dans l'immobilier, j'ai acheté des garages. Donc du coup, les garages, j'avais lu quelque part, donc j'étais intéressé par prendre mon avenir financier en main, disons, et j'ai choisi l'immobilier comme pied d'enrichissement, parce que l'immobilier, on sait que c'est un outil formidable pour s'enrichir et bâtir un patrimoine énorme en très peu de temps. Et j'ai commencé parce que j'avais entendu ça, j'avais lu des bouquins là-dessus, que les garages, les parkings étaient très intéressants. Donc du coup, j'ai acheté, ma carrière dans l'immobilier, c'était acheter 10 garages au tout début. À la base, je m'étais positionné sur 12 garages, j'avais fait toute la ville pour trouver des garages qui étaient intéressants, qui étaient aux alentours de 10% de rendement, et du coup, je me suis positionné dessus, et j'ai commencé à les faire financer. Donc du coup, sur ces 12 garages, j'ai réussi à en acheter que 10, et il y en a deux où en fait, j'ai pas réussi à les faire financer parce qu'en fait, je faisais tellement d'opérations d'un seul coup sur des garages que les banques n'aimaient pas trop ça, ça faisait monter en plus de ça mon taux d'usure et tout ça. Et au final, du coup, il y a deux garages qui m'ont mis un peu dans le jus parce que du coup, j'étais un petit peu trop hors délai au niveau du compromis de vente et je n'arrivais pas à les faire financer. Donc ce qui s'est passé, c'est que un de ces garages était du coup détenu par un magistrat, donc une personne qui du coup avait un peu d'influence et tout ça. Moi au début j'étais dans ma carrière d'entrepreneur, j'avais pas encore les connaissances et on va dire les qualités de négociation que j'ai aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là a fait pression pour que je lui paye. Donc ça c'était deux garages, hein, c'est le prix du caprice, donc du coup sur deux garages, donc c'était deux garages environ à 15 000 euros. Et voilà, il voulait que je lui paye 10%. Ce que, bien entendu, j'ai fait. Parce que ça me faisait flipper, j'avais pas envie d'avoir de problème, j'avais pas envie d'avoir un procès ou quoi que ce soit. Enfin bref, j'étais un peu flippé sur le fait de me faire embêter, sachant que moi, justement, ce que je voulais, c'était justement juste construire mon patrimoine et vivre ma vie tranquille. Donc, j'avais pas envie d'avoir un procès ou une procédure pour 10% de ces 30 000 euros de garage. Donc du coup, maintenant, je vais t'expliquer un petit peu comment aujourd'hui j'aurais procédé, comment j'aurais fait pour me sortir de cette mésaventure, sachant qu'avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je pense que ça ne se serait pas passé il y a quelques temps. Et ensuite, on va parler un petit peu du coup du compromis, parce que le compromis de vente ou la promesse unilatérale de vente, c'est extrêmement important quand on est investisseur, c'est un petit peu un passage obligatoire, et du coup, c'est important quand même de ne pas faire d'erreurs qui peuvent te coûter beaucoup d'argent, et justement maîtriser tes promesses de vente. Donc du coup, aujourd'hui, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais dit non. La personne en question était pressée pour vendre ses garages, et j'aurais dit non, je ne vous donne pas les 10%, sachant que j'ai fait des prospections bancaires, je n'ai pas eu de financement, j'avais pas eu mes lettres de refus, mais ça c'est parce que c'était les banques qui ne voulaient pas me les passer à l'époque. Donc du coup, en fait, j'aurais dit non, et je serais resté positionné sur cet avis-là. Ce que la personne aurait dû faire, il aurait dû faire une procédure du coup pour récupérer ces 10% là. Et du coup, il faut savoir que pendant cette procédure, pendant que la personne veut récupérer ces 10%, sachant que bon là c'était une somme ridicule, du coup ça bloque le bien pendant toute la durée de la procédure qui peut prendre 1, 2 ans à 3 ans suivant voilà, les délais de cette procédure-là. Mais pendant toute cette durée de temps, du coup le bien est bloqué. Et du coup si la personne est pressée pour vendre et qu'elle doit payer ses charges tout le temps, en fait ça l'handicape et elle ne peut pas vendre son bien. Donc aujourd'hui, je sais que je me serais positionné sur la réponse non. C'est hors de question, j'ai fait tout ce qu'il fallait de mon côté, et c'est tout. Donc on va parler du compromis sans plus attendre, parce que c'est extrêmement important que tu maîtrises le compromis. Alors il faut savoir que le compromis, il y en a de moins en moins, maintenant on parle de promesse unilatérale de vente, et c'est un document du coup qui va lier l'acheteur, enfin le vendeur, pardon, à l'acquéreur.
Donc c'est un document qui est très important parce que du coup, il y a tout qui est rentré, on va dire, et qui est figé dans le marbre. Et du coup, c'est un contrat en fait, hein, c'est juste un contrat entre deux personnes avec du coup un notaire qui est un officier d'État, entre guillemets, qui va justement regarder tout ça. Et il faut que les personnes qui ont signé ce contrat respectent les données qu'il y a dans ce contrat. Donc, fais super attention, je vais te donner quelques petits tips sur le compromis. Donc, il faut se le dire, dans l'immobilier, une erreur coûte très cher. Si jamais tu fais des erreurs dans l'immobilier, ça peut directement chiffrer à plusieurs milliers d'euros. Donc, il faut vraiment que tu sois carré si jamais tu te lances dans l'immobilier. Si jamais tu n'es pas formé aujourd'hui, je te recommande de le faire parce que du coup, le prix de ce que tu as payé pour justement te former quelque part, acquérir de la connaissance dans ce domaine-là, sera bien moindre que les erreurs que tu vas pouvoir faire sur le terrain et je peux t'assurer que tu en feras. C'est obligatoire, même les gens plus chevronnés en font. Donc c'est vraiment super important. Et le compromis, clairement, c'est un endroit où tu peux perdre de l'argent parce que si tu ne respectes pas certaines choses. Donc premier point que je vais te donner comme conseil, c'est que si jamais tu réalises un compromis ou une promesse unilatérale de vente, si jamais c'est réalisé par un agent immobilier, je te recommande clairement de faire attention et de bien faire relire ou de relire chaque chose qu'il y a dans cette promesse. Je ne dis pas que les agents immobiliers font des mauvaises promesses, je dis juste que c'est plus intéressant que ce soit un notaire qui l'aurait rédigé. Parce que certains agents immobiliers bâclent cette étape-là, parce que des fois, il y en a certains qui considèrent que ce n'est pas leur boulot, et ainsi de suite. Donc, des fois, il peut y avoir des soucis à l'intérieur de ça. Deuxième chose, donc du coup, le notaire, généralement, il y en a deux ou un, ça dépend des situations. Je te recommande toujours, toi, en tant qu'investisseur, de te trouver un notaire avec qui tu t'entends bien, un notaire avec qui tu vas pouvoir travailler sur le long terme et de toujours, peu importe la situation, travailler avec ce notaire-là. Parce que des fois, il arrive on arrive à te convaincre, que ce soit un agent immobilier ou que ce soit, je sais pas moi, un acheteur, de passer par leur notaire. Ils vont te dire, ça nous permettra d'économiser du temps, ça nous permettra, enfin voilà, ils vont te trouver tous les avantages du monde. Mais sache le truc, c'est que si jamais il n'y a qu'un seul notaire, ben du coup, il ne va pas forcément défendre au mieux tes intérêts. Sachant que si jamais tu entends ton notaire, il va faire tout pour justement passer tes intérêts avant la vente. Donc ça, c'est important à savoir. Quelque chose qui est extrêmement important également, c'est que quand tu demandes un montant à la banque, il faut bien que ce soit le même montant qui soit renseigné dans le compromis. Admettons, tu dois demander un montant, ton bien, plus les travaux, plus les frais de notaire, plus pas mal de choses pour du 110%, bah fais en sorte d'inscrire ce montant-là et pas juste le prix du bien dans le compromis. Parce que, en fait, ça te permettra de te sécuriser et si jamais tu as des refus de prêt et que du coup, tu n'arrives pas à obtenir ton financement, c'est ce qui te permettra de te protéger dans le compromis. Tu pourras faire sauter ton compromis avec 2 refus. Généralement, c'est 2, hein, des fois c'est 3, des fois c'est 1, mais généralement c'est 2 la plupart du temps. Et ça permettra de te protéger parce que du coup, la somme qui sera renseignée dans le compromis sera celle qui est demandée. Donc ça, c'est extrêmement important que tu fasses ça pour te protéger. C'est vraiment un conseil que je peux te donner qui est ultra précieux parce que du coup, ça va t'éviter des mésaventures. Donc, un autre conseil que je peux te donner, qui est selon moi extrêmement important, c'est quelque chose qui est assez chiant à faire, je ne vais pas te le mentir, mais c'est de relire intégralement sa promesse de vente ou son compromis de vente, mais dans son intégralité. Pourquoi ? Parce que du coup, il est important que tu saches dans quoi tu t'engages. C'est quand même à chaque fois une opération assez importante d'acheter un bien. Donc, il faut absolument que tu sois conscient de toutes les choses qu'il y a dans le compromis. Parce que du coup, si jamais il y a quoi que ce soit, on pourra te reprocher de ne pas avoir lu ton compromis de vente. Donc, vraiment, épluche à chaque fois ton compromis, même si c'est vraiment, voilà, ça te fait 40 pages et qu'il y a plein d'informations que tu ne comprends pas. Fais-le quand même parce que du coup, c'est quand on signe un document aussi important, il faut prendre le temps de le lire. Donc normalement, tu le fais avec ton notaire, mais si jamais tu le fais pas, fais-le, sois consciencieux et ça t'évitera des bricoles. Donc un autre point qui est assez important, donc là c'est plutôt pour les gens qui vont vouloir faire l'acquisition d'immeubles de rapport, c'est que justement dans un immeuble de rapport, il y a souvent plusieurs lots à l'intérieur de ta promesse, parce que du coup le vendeur va vendre plusieurs lots en un seul. Donc fais attention si jamais toi tu as vu pendant les visites qu'il y a 7 ou 8 lots et que sur la promesse tu en vois que 3, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est-à-dire qu'il y a des lots qui n'ont pas été déclarés en mairie et ça pareil, ça peut te réserver des soucis par la suite. Parce que du coup si jamais tu achètes ton bien et que tu es obligé de faire des déclarations de lots, des fois il peut être demandé de
rajouter des places de parking, il peut t'être demandé voilà, certaines choses auprès de l'urbanisme, et du coup, il faut que tu achètes en pleine connaissance de cause. Donc c'est pas grave, on sait qu'aujourd'hui, même s'il y a des problèmes, il existe toujours des solutions, il faut le savoir, mais voilà, il faut savoir dans quoi tu t'engages. Donc ça, c'est important que tu aies les connaissances dans ce secteur-là. Donc vérifie le nombre de lots, déclaré en tout cas dans la promesse de vente, pour qu'il y ait bien tout qui soit renseigné et que tu n'aies pas de mauvaise surprise le jour où tu possèdes le bien. Pour te faire du coup un petit exemple sur ce que je viens de te dire précédemment, c'est que, bon, par exemple, je vais te raconter deux petites histoires, on va pas y consacrer beaucoup de temps, mais par exemple, Alexandre, lui, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il devait acheter un immeuble de rapport, et dans la déclaration des lots, il y avait un lot qui était considéré comme un appartement, enfin, qui lui était vendu comme un appartement, mais dans le compromis de vente, enfin, dans la promesse de vente, c'était une remise. Donc, au final, quand il s'en renseigné auprès de leur urbanisme et tout ça, ça n'était pas louable et en fait, c'était complètement, voilà, ça aurait pu influer ça a influé sur la rentabilité de son bien. Pour ma part, moi, j'en ai fait une vidéo de ce bien-là. Je devais me positionner sur un immeuble de 17 logements et au final, il n'y avait que quelques lots. Alors, je ne sais plus exactement combien il y en avait, je crois que c'était 3 ou 4. En bref, il n'y avait pas beaucoup de lots qui étaient déclarés. Donc, du coup, j'étais obligé de faire la procédure pour 17 logements. Voilà, il y avait quand même une très grosse différence et ça aurait pu vraiment me mettre mal parce que du coup, il y avait un permis de louer en plus qui s'était instauré, il y avait pas mal de réglementations qui étaient en train de tomber dans cette ville, donc ça aurait pu vraiment me couler ma carrière d'investisseur au tout début. D'autres choses qui sont importantes à prendre en compte, c'est que du coup, il est super important, alors moi je le recommande à tout le monde, c'est que quand on est investisseur, alors beaucoup de particuliers, quasiment personne ne le fait, mais nous quand on est investisseur, il faut quand même qu'on se renseigne parce qu'on est amené à acheter des biens un petit peu particuliers, à lire les diagnostics. Vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il faut lire tout le temps. Donc, bon, des fois, il y a des pages par centaines, c'est super long. Mais les diagnostics, c'est un petit peu comme la prise de sang d'un individu, c'est un petit peu la carte d'identité de ton bien. Ça va te dire tous les problèmes, toutes les carences, tout ce qu'il faut en fait savoir sur ton bien, les amiantes, les plombs, l'électricité, si jamais il y a des anomalies, si jamais il y a je sais pas moi, des termites, tout ce que tu veux, ben, ça va te donner en fait des informations très importantes sur ton bien immobilier et c'est vraiment important que tu aies en fait toutes les informations pour justement acheter sereinement ton bien immobilier. Donc ça, lis les diagnostics, relis-les avec ton notaire, mais il faut absolument que tu en prennes connaissance et que tu connaisses tes diagnostics. Pareil, du coup, si jamais tu es dans un périmètre classé ou que tu as un bâtiment qui est classé bâtiment de France. Ça, il faut aussi le savoir parce que du coup, ça va influer certaines choses au cours de la durée de vie de ton bien. Donc, il faut que tu sois au courant de ça. Si jamais tu l'as pris en compte, c'est pas grave en soi d'acheter dans un secteur qui est classé, mais il faut au moins que tu sois au courant pour voilà, avoir vraiment toutes les connaissances nécessaires pour justement acheter ton bien sereinement. Donc là, ça c'est un conseil extrêmement important que je vais te donner là. Alors il y en a beaucoup maintenant qui le font et c'est pas très honnête. Donc vraiment, je vais te donner ce conseil-là pour te protéger. Ça m'est arrivé plusieurs fois à titre personnel. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire ultra attention. C'est que tu as des agents immobiliers ou des vendeurs qui veulent que tu achètes ou que tu te positionnes sur le bien sans clause suspensive. Alors, les clauses suspensives, c'est quoi? Ce sont des clauses qui vont te permettre en fait de te dégager de ton compromis si jamais tu ne venais à ne pas avoir telle ou telle situation. Admettons, la clause suspensive d'accord de prêt, si jamais tu as 2 refus de prêt, ben, du coup, tu peux te dégager de ta promesse sans avoir à payer des 10% du prix du caprice à ton acheteur. Mais il y a certaines personnes qui te disent bah, pas de clause suspensive. Donc, si jamais tu n'as pas ton financement, bah, du coup, tu payes 10%. Donc ça, faites très attention à ces personnes-là. Il y en a de plus en plus qui font ça pour justement faire en sorte que les investisseurs aient un peu peur en se positionnant sur le bien et que si jamais il y a une situation qui est borderline, ils ne se positionnent pas. Donc fais très attention à eux parce que franchement, ça peut te coûter très cher si jamais tu ne prends pas en compte ça. Si jamais tu es sûr d'avoir ton financement, bah, ça coûte rien de les rajouter, ces clauses-là. Donc vraiment, n'hésite pas à le faire. Les clauses suspensives, c'est des choses qui vont te protéger et qui vont te permettre justement de casser le compromis si jamais il y a quoi que ce soit. Des fois aussi, renseigne-toi, mais si jamais par exemple tu mets dans les clauses suspensives que si jamais tu n'as pas 1,40 ou 1,50 de taux pour ton prêt immobilier, tu peux te retirer. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent jouer sur le fait de pouvoir te retirer si jamais tu n'as plus envie d'aller au bout de cet achat parce que pour X ou Y raison. Donc les clauses suspensives, c'est important. Fais attention de ne pas trop en mettre parce que des fois, on voit des investisseurs qui en mettent à rallonge 4, 5, 6.
ça peut faire flipper le vendeur et ça peut le dissuader de te vendre à toi. Donc fais attention quand même avec le suspensif, sois raisonnable, mais si jamais il y a des choses qui sont importantes à mettre, du style t'as pas ton crédit de travaux, du style je sais pas moi, tu peux pas déclarer tes lots, ou alors tu peux faire tes trucs à l'urbanisme, dans ce cas, voilà, tu mets-les, c'est des choses qui ne coûtent rien, et ça te protégera voilà, de futurs problèmes. Un autre truc qui est important à avoir, donc bon, normalement, ça y est, donc quasiment tous les compromis ou les promesses de vente, mais il se peut que ça y soit pas, donc n'hésite pas à le demander, c'est du coup la substitution, le droit de substitution. En bref, pour t'expliquer ce que c'est le droit de substitution, c'est que, admettons, moi, Antonin, je suis positionné sur un immeuble de rapport, donc je le fais à titre personnel, en nom propre, et en fait, je n'arrive pas à avoir mes financements en nom propre, ou alors j'ai mes financements, mais je n'ai pas envie de pouvoir le prendre en nom propre, et je veux l'acheter en société. Du coup, moi, personne physique, je peux me dégager du compromis et le substituer à la personne morale, par exemple. Ça peut bien entendu être, tu es Antonin, tu as envie de le vendre à Alexandre, dans ce cas, tu substitues ton bien à Alexandre. Voilà. Donc ça permet de, si jamais, admettons, tu as un bien qui est super intéressant et tu as une personne, toi tu veux pas l'acheter, et tu as une personne dans ton entourage qui peut l'acheter, ou alors même dans une situation qui m'est arrivée, je n'ai pas réussi à acheter un immeuble, mais en m'associant sur une société civile immobilière avec d'autres associés, on fait passer ce bien parce qu'il est intéressant. On se rappelle que c'est toujours plus intéressant d'avoir une part d'un gros gâteau qu'une grande part de rien du tout. Du coup, voilà, tu te dégages et tu l'achètes avec des associés parce que tu ne peux pas faire passer en nom propre. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à faire parce que du coup, c'est dommage si jamais tu es dans cette situation-là, du coup, tu vas perdre ton bien et tu ne peux pas te substituer. Donc fais attention qu'il y ait bien cette ligne-là dans ta promesse de vente, c'est super important. Donc nous allons terminer sur cette vidéo qui est un petit peu longue, donc j'espère que ça t'aura apporté des éléments. C'est voilà, le compromis, la promesse, toujours quelque chose d'un petit peu rébarbatif, c'est quelque chose qui n'est pas très marrant, mais du coup c'est quand même quelque chose qui est important, et du coup il faut que tu sois quand même bien à l'aise avec ça. Et voilà, donc du coup je vais juste faire un petit débrief, c'est que c'est vrai que la promesse de vente c'est toujours le grand saut pour un investisseur. Si tu n'as jamais acheté un bien immobilier, que tu vas le faire, tu vas voir, c'est toujours voilà, tu as l'impression de passer dans le monde des grands. Donc voilà, faut pas avoir peur, ce sont des documents juridiques. Faut vraiment juste voilà, avoir la connaissance qu'il faut, l'expérience, ça viendra après, mais passer à l'action et voilà, connaître tous ces petits paramètres qui peuvent te léser. Donc si jamais tu es un investisseur débutant, tu verras, courage à toi. Si tu es un investisseur un peu plus expérimenté, je suis sûr que tu sais de quoi je parle. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Antonin. À bientôt dans une prochaine vidéo. Peace.